Salut les devins, c'est Saikyu. Voici ma review de l'épisode numéro 9 de la saison 4 de l'anime My Hero Academia. Si vous avez suivi mes reviews depuis le début de cette saison-là, vous savez que, à mes yeux, elle est bien, elle est très bien, mais il manque encore un espèce de je ne sais quoi par rapport aux saisons 1, 2 et 3. D'ailleurs, je vous avais un petit peu sondé la dernière fois, et vous avez été plutôt d'accord avec moi. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord, bien sûr, et tant mieux, j'ai envie de dire, mais dans l'ensemble, on s'était quand même plus ou moins retrouvés sur l'idée et la forme que la saison 4 est cool, mais malgré tout, il manque un truc à l'équation pour qu'elle soit correcte. Alors on s'approche du cap fatidique de l'épisode numéro 10, et qu'en est-il du 9ème? A-t-il rehaussé la barre? Et celui-ci a-t-il enfin rapporté certaines sensations que les précédentes saisons ont déjà pu nous apporter? Ma réponse est oui, et j'en suis très heureux, mais elle reste quand même cependant à nuancer, dans le sens où ce que l'épisode 9 a proposé, ça reste relativement du déjà vu par rapport aux précédentes saisons, et en plus d'être quelque chose, des sensations, des émotions déjà connues, ça ne les a pas renouvelées ni même amplifiées. Donc vous voyez, c'était très bien, je suis très content de la progression dans l'épisode 9, franchement j'ai été servi, à la fin de l'épisode j'ai vraiment kiffé, j'ai passé un super bon moment, mais je pense et j'espère de tout cœur, et je crois fort en la qualité de My Hero Academia pour nous fournir bien plus et nous fournir bien mieux dans les prochains épisodes. Sincèrement, j'y crois. Une chose qui est claire cette semaine, c'est que l'on a eu un épisode réellement complet. Je me demande même, après l'avoir vu, comment ils ont pu faire tenir de manière si bien ficelée, en si peu de temps, à une vingtaine de minutes, autant de choses dans l'épisode. On a réellement eu une alliance entre qualité, quantité et cohérence. Dès le début d'épisode, je m'y attendais pas réellement avec Tamaki, bon ceux qui ont lu le manga s'y attendaient peut-être, qui s'écroule. Cette scène, elle a peut-être duré 1 minute ou 30 secondes, je sais pas, j'ai pas compté, mais elle était réellement nécessaire. J'aurais même peut-être préféré qu'elle soit affiliée à la fin de l'épisode précédent, mais je trouve que là, la boucle Tamaki était bouclée, en tout cas pour le moment, j'espère qu'on va pas oublier Tamaki pour la suite des histoires, mais là, elle a réellement été bien bouclée. Certes, une fin qui est elle aussi déjà vue, le mec qui s'écroule, bon voilà, on l'a déjà vu après un combat épique dans lequel il a dû se surpasser, c'est pas quelque chose que My Hero Academia vient d'inventer. Mais c'était sincèrement une très bonne chose, enfin, qu'il s'écroule ou pas, c'était pas ça le plus important, il pouvait continuer son chemin ou s'écrouler, dans les deux cas, ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai qu'on était légèrement resté sur notre fin de Tamaki la semaine dernière, et ils l'ont bien bouclé, chapeau pour ça. Alors ensuite, on oublie Tamaki, on va se recentrer sur Fat. D'ailleurs, mention spéciale pour Fat qui a été vraiment excellent, je sais plus s'il s'appelle Fat Gum ou Fat, bref. C'est un personnage que je trouvais sympa, mais je savais pas trop sur quel pied danser dans les précédents épisodes, et là j'ai beaucoup kiffé le voir aussi bien psychologiquement que au combat, j'ai vraiment adoré. Et on se recentre très légèrement sur Izuku, sur Night Eye, et un petit peu sur Aizawa, mais principalement, la deuxième lumière de cet épisode-là sera Red Riot, sera Ejiro. Ejiro qui avait déjà eu droit à son moment de lumière il n'y a pas si longtemps que ça, Red Riot Unbreakable, je me suis dit quand j'ai vu la preview de celui-là, et je vous en avais fait part, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous raconter? Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec Ejiro? Ils l'ont déjà traité récemment. Ils vont quoi, nous refaire une Red Riot Unbreakable bis? Je savais pas trop. J'ai été servi, j'ai été comblé et j'ai globalement compris. Pourquoi est-ce que je dis globalement et pas totalement? Parce que je me demande, et ça c'est moi, c'est pas un défaut de l'œuvre, c'est moi qui me pose la question, pourquoi est-ce que My Hero Academia décide à tel moment, là par exemple saison 4, de développer tel ou tel personnage? On se retrouve avec un développement de Ejiro, qui venait donc d'être déjà plus ou moins développé, associé à un développement qui sort un petit peu de nulle part du personnage de Mina, ça franchement je l'avais pas vu venir, avec un développement de Fat, bon c'est plutôt de circonstance, il est quand même en première ligne, avec une mise en retrait totale qui fait plaisir de Izuku, c'est bien quand les œuvres ça mettre en retrait leur héros, mais ce que je veux dire c'est qu'on aurait pu totalement développer encore plus Overall, on aurait pu développer Night Eye, mais je dis pas ça comme un reproche, je dis ça comme un questionnement. Pourquoi eux, pourquoi pas un autre? Est-ce que ça a un lien dans ce qui va se passer plus loin dans le manga? Est-ce qu'on a besoin de les développer maintenant pour comprendre ce qui va se passer? Ou est-ce que l'auteur a simplement senti un besoin de les développer et il s'est dit pourquoi pas maintenant, sans qu'il y ait de raison, de fondement particulier? Si vous le savez, par rapport au manga, n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire. En tout cas, développement qui est plutôt bienvenu, alors on va pas réellement s'attarder sur Aizawa, on a compris qu'il est cible et qu'il est vraiment important. Un début de développement par rapport au boss de l'organisation de Overall, on a pu le voir sur pied hors de son lit d'hôpital de fortune, on a compris un petit peu le lien de filiation qu'il peut y avoir entre les super vilains et Overall par rapport à Bubble Girl qu'ils a capturé. Ça c'est plutôt intéressant, mais tout ça au final n'a été que des mini-rampes de lancement qui vont faire décoller certaines fusées plus tard, c'est sûr. Mais en attendant, ce sur quoi il fallait river nos yeux, c'est Fat et c'est Ejiro. On a le développement habituel du oh là là, ils sont mis de côté, un peu comme le combat Kakashi Obito quoi. Sauf que là on n'est pas dans une autre dimension, on est juste dans un autre endroit du bâtiment. Mais le hasard scénaristiquement voulu bien sûr, faisant très bien les choses,
on se retrouve avec l'association Fat et Jiro. D'ailleurs, j'aime toujours bien ce genre de situation quand un prof se retrouve avec un élève, qu'il soit son élève ou pas, ça aurait pu être un autre élève de l'école, je m'en fous. J'aime bien cette dualité-là entre l'expertise, entre la vivacité et la jeunesse de l'autre, entre l'expérience du héros qui, même s'il a peur, va pas le montrer, va le cacher, et il va se surbooster pour fracasser l'ennemi. Le héros, là dans ce cas-là, c'est Ejiro qui va faire un petit peu comme Gohan petit, quand il y avait les Saiyans, les Sabaiman et tout ça qui se dégonflaient. Donc voilà, j'aime bien cette dualité-là, et j'aime bien voir comment ça peut se compléter, et comment l'auteur de My Hero Academia ici ou d'une autre œuvre arrive à ficeler tout ça. Donc j'étais assez content, surtout quand on a posé une bonne ambiance avec cette salle. D'accord, ils sont pas foulés niveau animation, ils sont pas fatigants en tout cas, mais ça posait l'ambiance dans le sens où c'est très sombre, on ne sait pas par où ça peut arriver, on ne sait pas qui va arriver, on se rend compte de qui arrive, et ce sont plutôt relativement des pouvoirs assez basiques, hein. Un qui est super basé sur la force, et un sur les boucliers et les protections, un qui est une brute épaisse, c'est bien évidemment celui qui tape. Ça aurait été drôle que les caractéristiques soient inversées, vous savez, comme quoi celui de la barrière est celui qui veut tabasser, et celui qui tabasse, ben il serait plutôt calme d'esprit et assez lucide. Bon, ils n'ont pas joué cette carte-là, ça me dérange pas plus que ça, et même si les ennemis en face sont très anecdotiques, eh bien on en arrive à un très joli développement des héros. Déjà de par le Red Riot qui est vite dépassé, vous avez vu comment il se fait briser les bras, et Jiro. Alors, on n'a pas trop vu, faudra voir sur le prochain épisode peut-être. Je vous pose une deuxième question. Comment ça se passe quand Ejiro se fait briser les bras? J'avais à peu près la même question la semaine dernière pour Tamaki, mais je vous en ai pas parlé parce que j'ai eu la réponse dans l'épisode. On avait Tamaki qui faisait pousser des tentacules et il se faisait bouffer, mais on a vu que quand il les a annulés, même s'il a senti la douleur, eh bien ses bras d'origine étaient intacts. Par contre là, Ejiro, il se fait rien pousser. Il a ce durcissement et tout ça, mais on a vu que ses bras ont été pétés, il le dit lui-même. Pourtant, quand on l'a vu un petit peu plus tard, avec ses bras normaux, eh ben ils avaient rien. Physiquement, j'ai cru en tout cas voir qu'ils avaient rien. J'ai pas vu du sang, j'ai pas vu de blessures, j'ai pas vu de cicatrices. Il a pu même se protéger encore des autres attaques. Donc est-ce que c'est une douleur énormissime qu'il ressent, mais que ça n'affecte pas réellement directement son vrai corps, ou en tout cas pas de la manière dont on l'entend traditionnellement, scientifiquement, avec des blessures, des coupures, des entailles, ou se faire couper un bras tout simplement. Bref, je ne sais pas trop, mais j'ai pas l'impression que ça affecte directement au sens propre du terme ses bras. Ensuite, pendant ce temps-là, on a donc Ejiro qui, comme je vous l'ai dit, commence un petit peu à se pisser dessus parce qu'il a peur. Il a peur de la situation, et c'est bien de voir qu'il s'est toujours boosté par rapport à son idole en termes de héros. Le fait que son héros préféré fonce dans le tas, il s'est dit « mon héros préféré n'a jamais peur », sauf que non, la réponse est tout autre. Au contraire, c'est limite la peur qui va te faire foncer tête baissée dans le tas. C'est celle-ci que tu dois gérer non pas comme élément bloquant, comme un frein, mais comme un élément pour te pousser à le faire. De toute façon, il faut comprendre que la peur ne va pas résoudre ton problème. Par contre, foncer dedans et faire en sorte de le régler, bah il y a quand même de grandes chances que ça le règle, c'est quand même le but. Mais ça pour le jeune Ejiro, qui rappelons-le reste un élément assez jeune en termes de super-héros, ne l'a pas encore appris, ne l'a pas encore intégré, ce qui laisse la part belle à Fat. Et j'ai beaucoup aimé sa prestation, déjà le fait qu'il encaisse. Alors bien sûr, il n'est pas contre le plus grand des méchants de l'histoire, donc déjà on peut se dire que Fat, face à une réelle énormissime menace, ne sera pas si efficace que ça. C'est la réflexion que je m'en fais. Malgré tout, même si en face de lui il n'a que des sbires, ils sont quand même en 2 contre 1, et l'avantage des haltères est clairement pour les ennemis. Déjà, faut aussi le comprendre, mais j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit du bonhomme. On avait un personnage dont on pouvait se moquer, qui faisait un peu penser à Shoji de Naruto, le mec grassouillé et tout ça, et le mec a clairement prouvé de sa valeur. On a mieux compris le fonctionnement de son pouvoir par rapport à la graisse, on a mieux compris comment il fait pour encaisser les coups. Bon, je l'ai vu un petit peu venir qu'à force d'encaisser, il rétorquait jamais en fait Fat, donc je me disais qu'il encaissait de l'énergie pour la rebalancer ou quoi, c'est des choses aussi qu'on a déjà vues ailleurs, mais My Hero Academia, et je vous le dis de review en review, et je vous le disais même dans les précédentes saisons, My Hero Academia a le génie de refaire ce qui a déjà été fait, sans même des fois prendre la peine d'innover ou de réinventer le genre, mais il le fait d'une telle manière, en posant une telle ambiance, en apportant de manière tellement impactante et écrasante sa propre identité, que ça passe comme si c'était la première fois qu'on venait de le voir, tout simplement. Ça a été mon ressenti avec Fat, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que j'étais très content par rapport au boost qu'il y a eu dans cet épisode-là, au ressenti, aux émotions transférées. Elles étaient là, pas encore à 100%, et même en saison 4, on devrait espérer qu'elles soient là à 150 ou 200%, on en est encore loin, mais le paquet a été fait réellement saluable, j'ai beaucoup aimé la prestation de Fat. Après, je vous disais que dans cet épisode-là, j'avais du mal à cerner comment on fait pour avoir autant et si bien. Eh bien, je faisais aussi référence au passé de Ejiro. On a carrément cet épisode-là qui se paye le luxe de nous fournir un flashback assez conséquent, quand même assez généreux, sur le passé et l'enfance de Ejiro. Ça, franchement, je l'avais pas vu venir dans l'épisode. J'ai même eu peur au début, quand j'ai vu qu'on a changé totalement d'ambiance. C'est un peu chaud de faire ça, t'es en plein combat, en pleine action, t'attends un truc qui se déverrouille, et d'un coup tu pars sur un flashback mais qui dure.
il a bien duré dans l'épisode, et au début, bon, je me dis putain, Ejiro, mis à part de voir qu'il avait les cheveux noirs, mais ça a commencé un petit peu à me saouler. Puis d'un coup, tu vois que réellement ça va débloquer sa psychologie, tu vois le Crimson Riot, ils incluent Mina d'une manière assez intelligente, donc ça double le développement donc de personnages, ce tempérament de Ejiro qui a beaucoup de valeur mais qui a aussi beaucoup d'actes concrets, un peu comme un Rock Lee qui va devoir s'entraîner plus que les autres. Le fait de rajouter des anecdotes un petit peu bizarres, hein, ce colosse, je sais pas du tout d'où il sort, hein, ce super vilain là, il demande où est le lieu des super-héros, tout ça, l'autre Mina le renvoie vers le commissariat, j'aurais limite, vous voyez, tellement que le flashback est devenu intéressant, voulu en savoir plus sur ce colosse là, mais on est réellement pris pour ce flashback là, on se demande, mais Mina, mais d'où elle sort ce courage là? Après tu te rends compte qu'elle a réagi un petit peu comme un super-héros devrait réagir, genre on se rend compte que Mina a agi, mais qu'elle était portée par la peur. Et dès que le méchant est parti, elle a tout relâché, elle s'est mise à pleurer, comme un petit bébé. Et en fait, c'est ça que Ejiro doit maîtriser, c'est sur ça qu'il est retombé dans l'interview de Crimson Riot, un petit enchaînement des éléments qui font que Ejiro est devenu celui qu'il est, on le retrouve au passage de grade à l'école avec ses cheveux rouges, son look habituel et tout ça. Le flashback était bien construit, c'était loin d'être mielleux, c'était loin d'être chiant, j'ai pas eu du tout envie de zapper pour retourner au combat, je voulais vraiment savoir, ils ont réussi à m'accrocher, comment Ejiro a pu passer d'un état psychologique à l'autre. Une fois que cela a été mis entre nos mains, forcément, fallait pas s'attendre à ce que Ejiro parte en courant face à ses adversaires aux côtés de Fat et qu'il l'abandonne. Forcément, c'était une scène de victoire qui se profilait, mais on la voulait celle-là. Et je vous avouerai que malgré tout, ils m'ont surpris, même si je m'attendais à avoir une victoire, je m'attendais à ce que Fat défonce l'adversaire en face, le frappeur là, le cogneur, et que suite au fait que Fat soit KO, ça soit Red Riot qui prend le relais contre la barrière et pète la barrière. Sauf que non, ça n'a pas été fait comme ça. On a Red Riot qui a repris un petit peu sa revanche sur son adversaire direct du début du combat, qui aura servi de diversion. Ils ont été réalistes et cohérents dans la mise en scène. Ils n'ont pas mis trop en avant Ejiro, ils ont fait en sorte qu'il puisse clairement aider son professeur et que le professeur mette un coup final absolument spectaculaire face aux deux adversaires, 2 en 1, il les a défoncés les deux, barrière, pas barrière, il a tout soulevé, donc à même Fat, c'est pas négligé. J'ai été franchement séduit par la cohérence de cet épisode, par l'épicness de l'épisode, parce qu'il a été raconté, c'était pas vide de sens, il y avait vraiment des belles morales dedans, il y avait quelque chose de motivant dedans, de belles émotions, l'intelligence pour broder autour de certains autres personnages comme Mina. Franchement, mis à part le fait que la quête principale à nos yeux n'a pas réellement avancé du côté de Izuku et autres, il me manquait rien dans l'épisode, j'étais super comblé, en espérant vraiment, définitivement, que là vraiment, le premier pas a été fait pour une saison 4 qui va s'envoler. D'ailleurs, je trouve que le fait que l'épisode 10 serve à cela ne serait pas un mal, au contraire, ça serait réellement acclamé par toute la communauté My Hero Academia, sachant que ça corroborerait avec la période de Jump Festa, avec la sortie du film, franchement, faudrait qu'ils envoient fort. Du coup, les devins, je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Si jamais mes vidéos My Hero Academia vous plaisent, si vous trouvez qu'on passe un petit bon moment ensemble à chaque fois sur ces vidéos-là, eh bien un pouce bleu, c'est pas pour mendier ou quoi que ce soit, c'est juste que le référencement YouTube marche comme ça, et que sans votre aide et sans votre soutien, ces vidéos-là qui sont très loin des habituelles vidéos sur Dragon Ball Super, ne font pas grand chemin sans vous. Du coup, je vous en remercie infiniment, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.